Invité de la rédaction. L'invité de la rédaction aujourd'hui est Bernard Comment. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un bonheur d'être avec vous et de vous recevoir aujourd'hui plus encore, et nos auditeurs vont très vite s'apercevoir pourquoi. À mes côtés également Caroline Gutmann, que nos auditeurs pour le coup connaissent bien puisqu'ils la retrouvent pour Postface tous les mardis. Bonjour. Bonjour, Caroline. c'est vraiment pour vous et pour Bernard que je viens, et surtout pour ce livre extraordinaire, parce que je travaille au Seuil, jamais je ne viens parler d'un livre du Seuil, et ça c'est tellement époustouflant que je suis là. Alors, Bernard, va falloir que vous nous racontiez l'histoire de ce livre que j'ai entre les mains, que je vais d'ailleurs montrer à la caméra. Et uniquement, déjà en voyant la couverture, on se dit, mais tiens, cette tête-là, je la connais. Enfin, je la connais pas tout à fait comme ça, mais je la connais quand même. Vincent van Gogh, Le brouillard d'Arles, carnet retrouvé, Bogomila, Wesh, Ovcharov. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre ? Van Gogh, carnet retrouvé. Et j'ai commencé à lire, frisson, émotion. Et je me suis dit, waouh, espérons que Bernard Comment accepte de venir, et vous êtes à nos côtés. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Qu'est-ce que c'est que ce carnet retrouvé ? Alors, c'est une longue histoire. D'abord, je vais vous dire que c'est un bonheur partagé de vous retrouver, de retrouver vos auditrices et auditeurs. Et pour aller à l'essentiel, il se trouve que à l'approche de l'été 2015, on m'a parlé de cette idée, de cette hypothèse qu'il y aurait un cahier de dessin retrouvé de Van Gogh. Dans un premier temps, je n'y ai pas cru, à vrai dire, parce que on sait que, par exemple, peu après la mort de Van Gogh, Ambroise Vollard a envoyé des équipes à Arles et dans les environs d'Arles pour fouiller absolument tout, récupérer tout ce qui pouvait l'être de Van Gogh. Donc, environ 130 ans après, il était quand même assez improbable de retrouver des Van Gogh. Alors, la question amène un peu la réponse, une première réponse qui est celle qui porte sur le titre, Le brouillard d'Arles. Qu'est-ce que c'est qu'un brouillard ? À vrai dire, un brouillard, c'est pas les matinées où on attend le soleil, c'est un livre de contes. C'est la désignation des livres de contes, et en la circonstance, un livre de contes d'un café, qui est le café de la Gare à Arles, dont les propriétaires, monsieur et madame Ginoux, avaient lié une amitié forte avec Vincent van Gogh. D'ailleurs, une des précisions importantes du livre, c'est que les Ginoux ne faisaient pas partie, contrairement à ce qui a souvent été dit et écrit dans les biographies, ils ne faisaient pas partie des signataires de la pétition qui, à un moment donné, a demandé l'internement de Van Gogh, ou en tout cas son éloignement d'Arles, parce qu'il avait des comportements un petit peu outranciers avec certaines personnes. Au contraire, ils étaient très protecteurs, et ayant lié une forme d'amitié, il faut se représenter, Van Gogh, qui est un artiste maudit avant la lettre, pauvre, qui à un moment donné sent une espèce d'appel du Sud, sent que quelque chose latent là-bas s'installe. Alors paradoxalement, il arrive en février 88 dans un paysage de neige, mais assez vite quand même le soleil reprend le dessus, et on est dans cette période où il est dans la découverte de ces nouveaux paysages. Les tenanciers et propriétaires, donc les Ginoux, lui offrent à ce moment-là un livre de contes. C'est le moment où les livres de contes changent. Jusque-là, ils sont encore sur du papier vierge, mais les nouvelles formules de livres de contes comportent à ce moment-là des colonnes et des lignes. Donc on peut supposer qu'ils n'auront plus vraiment l'utilité de ce cahier, et donc il l'offre à Van Gogh. Et puis il aime le papier. C'est un papier, c'est un vrai bon papier. Alors c'est un très bon papier, et c'est un cahier qui a un format tout à fait inhabituel. Aucun cahier de dessin de l'époque n'a ce format-là, qui est un format plus large, qu'il va visiblement beaucoup apprécier. Et donc, ce cahier que lui ont donné les Ginoux, il va l'avoir avec lui pendant 2 ans, et il faut peut-être dire un mot sur le statut des dessins chez Van Gogh, qui est un statut assez compliqué et assez singulier, puisque la plupart des dessins, au fond, Van Gogh les fait après avoir fait le tableau.
pour des raisons d'archives personnelles, pour garder trace de tableaux qu'il envoie. Hein. La plupart des tableaux, il les envoie à son frère Théo qui est à Paris. Et pour les avoir en mémoire et garder cette trace, il fait des dessins. Là, on n'est pas du tout dans cette catégorie. On est dans une catégorie de l'esquisse. Alors, d'une esquisse tellement élaborée qu'elle ressemble à un dessin. Mais, et c'est peut-être la chose la plus frappante, c'est que on a le sentiment de partager la primeur du regard que Van Gogh pose sur des paysages, sur des visages. C'est sa première approche. Et cette fraîcheur est absolument extraordinaire. Alors il est là, il a son carnet de contes qui est devenu un carnet de dessin. Il fait tout ça au calame. Il y a un peu de crayon, mais c'est beaucoup au calame. C'est-à-dire le calame, c'est donc des bouts de roseaux taillés. Qu'il taille lui-même. Qu'il taille lui-même de biais. Et il dit d'ailleurs dans des lettres à son frère Théo qu'il adore la qualité des roseaux de la Camargue et que c'est très très agréable de travailler avec ces calames. Alors est-ce qu'il en a plusieurs? Est-ce qu'il a les deux bouts dont il joue? En tous les cas, on voit qu'il y a une extraordinaire virtuosité qui lui permet de faire à la fois des traits extrêmement fins, des traits beaucoup plus appuyés. Il y a toute une variété et une virtuosité absolument extraordinaire. Et il y a comme ça ce jet, ce premier jet devant ces paysages et ces visages. Et alors, le prix particulier de ce document, c'est que, chose extrêmement rare, il se poursuit sur 2 ans, puisque le premier dessin est daté de mai 88, donc il est arrivé en février 88 à Arles. Le premier, qui est ce qu'on appelle le pont de Langlois, est situé à mai 1988, et il va utiliser ce cahier à la fois à Arles pour la première année, et ensuite à Saint-Rémy-de-Provence, où il est hospitalisé, enfin il est dans un asile psychiatrique, pendant la deuxième année jusqu'en mai 1990. Alors Bernard Comment, on vous a suivi sur les traces de Vincent Van Gogh, c'est vous qui publiez ce magnifique livre aux éditions du Seuil, mais il a été retrouvé où le carnet? Ouais, je fais ma mininette moi, on l'a retrouvé où ce carnet? Il était chez les Ginoux, il était plus chez les Ginoux. Alors l'histoire est compliquée, mais toute l'importance du fait que ce soit un livre de contes, vous allez la découvrir maintenant. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Vincent Van Gogh, quand il est à Saint-Rémy, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire au bout d'1 an quand même, d'internement, qui est un internement souple, etc., mais enfin c'est quand même, il est quand même au milieu de malades psychiatriques, etc., et il éprouve à un moment donné le besoin de remonter vers le nord, Paris, et ensuite Auvers-sur-Oise, avec le destin fatal qu'on connaît. Au moment où il va quitter cet asile psychiatrique, il se trouve qu'il reçoit la visite d'un médecin d'Arles, qui est le docteur Ray, qui est le médecin qui s'est occupé de lui lors du fameux légendaire épisode de l'oreille coupée. Et il lui confie un certain nombre de choses pour les Ginoux. Il y a des bocaux d'olives vides. On sait que Van Gogh aimait beaucoup les olives. Il y a des torchons qu'il utilisait pour son art, pour sa peinture. Et puis il y a, et c'est noté dans un petit carnet d'archives du Café de la Gare, il y a un cahier de dessin. Il est marqué un cahier de dessin de Monsieur Van Gogh. Donc, le docteur Ray revient à Arles, il passe au Café de la Gare. Les Ginoux, à ce moment-là, sont malades, sont convalescents. Lui a reçu des cornes de taureau lors d'une des fêtes votives et de la Provence. Et elle est dans une santé fragile. Donc, ils sont absents, ils sont remplacés pour la tenue de leur café. Alors on peut imaginer, le docteur Ray dépose les affaires, et dans ces affaires il y a ce cahier de dessin, mais comme ce cahier de dessin est exactement semblable à d'autres livres de contes, il est rangé avec les livres de contes, et il va disparaître de la connaissance en tant que telle pendant un demi-siècle, jusqu'au moment où, par des transmissions familiales directes, indirectes, quelqu'un le retrouve comme cahier de dessin, mais pas du tout comme un cahier de dessin de Van Gogh, comme un cahier de dessin. Et
voilà, il va faire son chemin. Alors, c'est un cahier de dessin, un cahier de beaux dessins quand même. Les gens, même s'ils sont pas spécialistes d'art, sont sensibles à la beauté. Et donc, les gens qui ont ça dans les mains sont attachés à ça. D'autant plus que c'est pour la plupart des paysages de la région. Donc, il y a une valeur d'attachement. Mais ils ne l'identifient absolument pas comme un cahier de Van Gogh, au point que la propriétaire actuelle, dont on ne dit pas le nom pour des raisons de protection, le reçoit pour son 20e anniversaire de sa mère. Et depuis, l'a dans les mains. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à l'identification de Van Gogh ? C'est que dans la famille, à un moment donné, quelqu'un de plus jeune se dit on pourrait les vendre, ces dessins. Et entreprend ou veut entreprendre de les mettre en vente. Donc les découpe et se propose de les... Et là, c'est la chance du destin. Parce que s'ils avaient été dispersés, personne n'aurait pu vraiment refaire tout le travail et les identifier. La chance, c'est que le processus est interrompu. Il s'apprêtait à les vendre à un prix absolument dérisoire, hein, je veux dire, genre 150 €. Et le processus est interrompu et Frank Bay, qui est donc le représentant des propriétaires, mais qui est commissaire-priseur, avant de ça, a dans un premier temps à peu près la même réaction que moi j'ai eue. Hautement improbable de retrouver des Van Gogh, surtout après justement le passage d'Ambroise Vollard et de ses équipes. Mais quelques mois plus tard, quand même, parce que la curiosité est un bon principe dans la vie, se dit qu'il va y aller voir. Et il y va. Et il est tout de suite frappé par ça. Et ça donne des frissons. Vous écoutez, on a des frissons. C'est mais l'histoire est magnifique parce que il faut rendre hommage à Frank Bay parce que miraculeusement il sauve un incroyable trésor, Junior, qui est une véritable contribution majeure à l'histoire de l'art, puisque les grands spécialistes de Van Gogh, dont Ronald Pickvance, qui est le préfacier, le reste du texte et toute la recherche a été menée par Bogomila Welch, qui est une grande spécialiste de Van Gogh, qui était la commissaire de la première exposition, l'exposition inaugurale du musée d'Orsay, consacrée à Van Gogh à Paris, en 88. Donc c'est dire si ça fait longtemps qu'elle travaille et qu'elle est reconnue pour ses travaux sur Orsay. Et puis Ronald Pickvance, qui lui a été le commissaire de beaucoup d'expositions de Van Gogh, les expositions du centenaire à Amsterdam et Waterloo, des expositions au Metropolitan à New York. Donc ils se saisissent de cet incroyable trésor pour faire d'énormes recherches dans les archives, de confrontation avec les tableaux, d'identification du trait de Van Gogh. Il y a un travail aussi qui est mené sur l'identification des papiers, parce que c'est des papiers qui ont une contremarque. Il y a aussi toute une recherche sur les encres. Et c'est ainsi que ce trésor, qui aurait pu être éparpillé à bas prix, vendu, bradé, et qui non reconstitué n'aurait jamais pu mener à ce travail d'enquête, de recherche, d'archives qui permet aujourd'hui de l'identifier et de l'authentifier. Eh bien, tout ça a été sauvé par Frank Bay. Bernard Comment, il faudrait que vous nous racontiez, d'ailleurs, ça donne de très belles pages à la fin du livre, l'émotion, ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ces 65 dessins. Les vrais de vrais, vous avez eu les vrais de vrais. Ça, c'était un moment incroyable, parce que, bon, des dessins de Van Gogh, on en a vu un certain nombre, mais on les voit sous verre, et puis ils sont souvent un peu dispersés. Il n'y a aucun ensemble de cette cohérence qui existe à ce jour. Donc, effectivement, un jour d'été 2015, ayant dit mon intérêt, même mon enthousiasme de principe pour voir ça, je me rends dans le sud de la France et au terme d'un déjeuner où Frank Bay nous raconte l'histoire de ces dessins, eh bien, il y a le moment magnifique et extraordinaire qu'on s'attend jamais à vivre, même dans une seule vie, qui consiste à s'asseoir et à avoir tout d'un coup des dessins devant vous, un paquet de dessins, et puis vous les regardez, et ces 65 dessins de Van Gogh qui ont... alors, je peux vous dire là que vous mesurez à quel point la beauté a de l'effet.
C'est-à-dire à quel point elle vous touche, elle vous transforme, elle vous bouleverse, au point que, après 1 heure de consultation de ces 65 dessins, je suis sorti de là un peu groggy, enfin me tenant au rituel de politesse quand même pour sortir. Et une fois que j'étais dans la rue, je me suis assis sur un banc public et je suis resté là pendant 3/4 d'heure. Je devais rentrer dans mon lieu de vacances parce qu'il y avait une soirée, mais pendant 3/4 d'heure, il fallait que... C'était une espèce de sas de décompression ou d'atterrissage. Il fallait que je revienne tranquillement sur Terre. J'étais totalement hébété par ce que je venais de voir. Et je me souviens avoir appelé ma mère, qui vit en Suisse, qui est une vieille dame, pour lui dire ce que je venais de vivre, parce que je savais qu'elle garde très bien les secrets, qu'elle n'allait rien dévoiler. Je l'ai fait aussi parce que il se trouve que le hasard a fait que je voyais ces dessins le jour anniversaire de la naissance de mon père, qui était peintre lui-même. Et donc, je trouvais qu'il y avait une espèce de clin d'œil du destin très très beau. Où est le carnet aujourd'hui ? Le carnet, il est préservé dans un lieu qu'on ne peut pas dévoiler, mais il est en France. Alors, je ne sais pas quel sera son destin après. La première étape, si vous voulez, moi, quand je suis allé au rendez-vous pendant l'été 2015, j'y suis allé comme éditeur, donc je voulais faire valoir les intérêts de l'édition, c'est-à-dire du livre. Donc, j'ai obtenu... à force d'arguments, de convaincre qu'il fallait choisir comme première étape le livre. Et pourquoi ? C'était pas uniquement dans un but égoïste d'éditeur, c'était aussi dans l'idée que un trésor comme ça, c'est extraordinairement rare. Je veux dire, vous en avez peut-être un par siècle, une apparition de cette ampleur. Je pensais que une exposition, elle aura lieu un jour ou l'autre. Mais une exposition, elle a toujours précisément lieu quelque part. Quelque part exclut beaucoup de monde. Le livre, lui, il a une circulation énorme. Et ce que j'ai avancé comme argument et ce qu'on réalise, c'était justement une sortie mondiale, c'est-à-dire concomitante à la fois en Europe, aux États-Unis et très vite au Japon, pour que le monde entier puisse partager cette énorme surprise qui pour moi est un cadeau. Et c'est vrai que quand on a le livre entre ses mains et qu'on est chez soi, tranquillement, et qu'on commence à regarder. Alors moi je l'ai fait comme une journaliste, je me suis dit bon, alors je vais lire l'introduction, etc. Je me suis pas précipitée, un peu incrédule. Et c'est très drôle parce que c'est assez proche de ce que vous venez de dire. Et il y a une sorte d'émotion, mais incroyable qui vous submerge en vous disant mais on a envie de l'appeler Vincent, quoi. On a envie de lui dire mais mec, quoi, c'est trop beau ce que vraiment c'est un livre qui est d'une parce qu'il y a beaucoup de livres d'art. Oui. Bon. Et celui-là, c'est extraordinaire. Le fait que ça soit, voilà, c'est peut-être, c'est bouleversant, quoi. C'est plus qu'un livre, je pense. C'est plus qu'un livre. C'était notre ambition. C'était notre ambition, c'était d'en faire plus qu'un livre. C'était à la fois d'accompagner ce trésor par tout un travail d'édition critique mené par Bogomila Welch pour placer ça en perspective, mais à l'intérieur, au centre du livre, restituer précisément ce cahier. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix, par exemple, de reproduire le recto et le verso des dessins, pour que le lecteur ait en quelque sorte l'impression, et la forte impression, d'avoir dans les mains le cahier et de pouvoir suivre, parce que c'est extraordinaire de voir à la fois la cohérence d'un génie qui éclot pleinement au moment où il arrive en Provence. Enfin, c'est en tout cas ma vision de Van Gogh. Hein. Pour moi, j'ai une admiration c'est pas le Van Gogh débutant, pas du tout. La Provence lui donne une dimension extraordinaire. Bien sûr. Alors, il y a à la fois la cohérence de ce climat, de ce paysage provençal, mais il y a aussi une évolution entre les premiers dessins et les derniers, par exemple, où il y a, c'est très étrange parce que il insère dans le paysage provençal des éléments architecturaux du Nord. C'est le moment où il a cette espèce d'appel du Nord. On le retrouve aussi dans certains tableaux. C'est-à-dire, le Nord revient dans sa tête et se dépose dans les œuvres qu'il fait à ce moment-là, qui sont donc les dernières semaines qu'il passe à Saint-Rémy de Provence.
Et ce qui est très très étonnant également, c'est cette concomitance entre ces dessins, ce génie, enfin cette beauté, vous avez employé le mot très justement, c'est cette beauté qu'on a entre les mains et en même temps un petit carnet qui était tenu probablement par un employé du café, qui nous ramène à une quotidienneté sur les habitudes de... Oui, parce qu'on voit la vie du café de la gare. On voit le café de la gare, alors un tel, il faut éponger, puis c'est rayé en disant ça, c'est fait. Donc c'est les deux en même temps et on se dit mais c'est incroyable quoi. Enfin je veux dire voilà, Vincent Van Gogh redevient ce qu'il est aussi, c'est-à-dire un être humain qui d'autant que c'est pas dans le Arles historique, c'est pas dans le centre historique, c'est pas intramuros, hein, on est dans un faubourg. On est à côté de la gare, c'est le café de la gare. C'est des faubourgs plutôt ouvriers. Et ce café de la gare a un statut un peu particulier puisque apparemment il est ouvert 24 heures sur 24. Et donc le matin, effectivement, donc il y a un remplaçant des Ginoux qui s'appelle Soulois, qui est gérant pendant le temps de leur absence. Et puis, le matin, de 5 heures du matin à midi, il y a quelqu'un, un homme, une femme, on ne sait pas, qui tient le café et donc note dans ce petit carnet tout ce qui se passe. Un tel vient chercher un paquet, arrive à la gare, parce que c'est comme un colis dépôt aujourd'hui, quoi. Je veux dire, c'est proche de la gare, donc il y a toute une activité, et donc on entre dans cette vie quotidienne matinale du café de la gare, et puis tout d'un coup, il y a à 2 reprises le surgissement d'éléments qui concernent Van Gogh. La première, c'est la notation précisément du moment où le docteur Ray rapporte les affaires que lui a confiées Van Gogh à Saint-Rémy. Et le deuxième, c'est le stockage d'un certain nombre de meubles et d'affaires que Van Gogh a laissé sur place, qu'il demandera ensuite à Soulois de lui envoyer, ou au Ginoux de lui envoyer jusqu'à Auvers-sur-Oise. Et donc il y a ce mélange de cette vie quotidienne et le surgissement de la figure légendaire, comme ça, comme une trace de son apparition et de son séjour là-bas. Une toute dernière question, Bernard Comment, sur ce Van Gogh, le Brouillard d'Arles, aux éditions du Seuil. C'est un ouvrage qui est un ouvrage juste, voilà, c'est une pure splendeur. Et c'est à l'éditeur que je m'adresse directement. Comment est-ce qu'on publie un livre comme ça ? Concrètement, physiquement, comment est-ce qu'on sans abîmer les dessins, ce sont des photographes, comment est-ce que vous avez fait ? Alors d'abord, on le fait avec le plus grand soin et la plus grande ambition possible, c'est-à-dire ça suppose le choix d'un format qui est un format tout à fait atypique, même pour un livre, puisque c'est le format et c'est la taille des dessins, on a reproduit à l'identique. Je veux souligner le travail extraordinaire de maquette réalisé par Valérie Gauthier, et le choix du papier est très important. Je ne voulais absolument pas d'un papier brillant. Je voulais un papier mat. On a eu la chance de bénéficier, avant qu'il ne soit commercialisé, d'un nouveau papier qui s'appelle le Munken Crystal, qui a à la fois le côté vivant du papier mat et une capacité de reproduction du détail qui est absolument effarante, quoi. Moi, je suis totalement admiratif de ce papier, et je veux rendre hommage à la maison, c'est-à-dire au Seuil, qui moi, je leur ai dit, on fait pas ce livre pour l'argent. On ne cherche pas à en perdre non plus, mais c'est pas. Quand on a un trésor comme ça, il faut pas avoir une réflexion financière. Il faut se dire qu'il faut être à la hauteur du trésor. Il faut choisir tout ce qu'il y a de mieux, les meilleurs profils de photogravure, le meilleur imprimeur, le meilleur papier. Et la maison m'a suivi dans cette démarche, et je crois que c'est parce que on a eu cette démarche qu'on arrive à cet objet absolument extraordinaire, qui, si on avait eu une démarche strictement comptable, coûterait beaucoup plus cher, mais qu'on a maintenu à un prix... parce que c'est un prix qui est tout à fait abordable. Voilà, c'est tout à fait abordable. 69 €, voilà. C'est rien. Enfin, je veux dire, le prix normal d'un livre comme ça, ce serait 90 € sans doute. On l'a mis à 69 € pour ne pas en exclure les gens qui veulent partager cette expérience absolument bouleversante et incroyable. On vit une expérience en regardant ces images, on en a le frisson. Parce qu'il y a à la fois beaucoup de lumière et cette angoisse qui s'ouvre finalement de tous ces paysages.
Alors extraordinaire. Une toute dernière. Avec vous, c'est ça, c'est terrible parce que toutes les 2 minutes, on dit bon, ça c'est la dernière question, et puis alors on a envie d'en poser une autre. Ouais. On dit Je donc crois qu'on était celle-là là c'est la pendant 3 dernière heures, question. ouais. Donc voilà, la dernière question. C'est un livre qui va faire le tour du monde. Oui. Parce que Van Gogh, c'est le tour du monde déjà. Donc j'imagine que. Il sort en même temps. Il sort en même temps, le même jour, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande. Et très vite, les Japonais vont nous rejoindre. Et puis il y aura une deuxième vague. On n'a pas pu faire plus de pays parce que justement, on n'était pas dans un processus industriel. On était dans un processus artisanal en termes d'impression, de reliure, pour avoir cette qualité exceptionnelle. Donc on ne pouvait pas étendre la voilure à l'infini, mais enfin ça fait quand même déjà une belle couverture et la possibilité pour beaucoup de gens à travers le monde de découvrir en même temps cet extraordinaire trésor. Mais Marc, je ne sais même pas comment vous dire merci, mais merci, voilà, merci pour tout, merci pour vous, merci pour lui, merci pour nous. Ouais. Caroline, merci infiniment. Et puis alors, c'est vrai que ça se fait pas trop en radio, mais nous, ce qui se fait ou ce qui se fait pas, franchement, c'est pas notre tasse de thé. Donc merci aussi au Seuil d'avoir joué le jeu, parce que vraiment, voilà, c'était. Enfin, ils ont eu quand même beaucoup de chance, parce que c'est un trésor que vous avez offert. Oui, on est très heureux d'avoir fait ça. Merci infiniment à tous les deux, et puis merci à toi, Vincent. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.